parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Et puis, voilà, avec plaisir, évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7. Vous êtes à Cancan, 99, notre fréquence de ce côté. Aux radios qui relaye l'émission, évidemment, du côté de Mamou, c'est Fraternité FM, 95 en modulation de fréquence. Si vous êtes à Farana, c'est Bambou qui relaye l'émission. Les GG avec vous jusqu'au bord de 11h avec cette équipe. Évidemment, ici, mon cher Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Alphonse Marin. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Moussa, Moïse, on s'intéresse évidemment à cette enquête, mon cher Moïse. Oui, complément d'enquête. Ouais. Nos deux chalutiers bissau-guinéens ont été amenés à quai, à Conakry. Donc ils sont bien rentrés. Et puis l'armateur qui se trouvait à Dakar, également à Conakry. Ouais. La commission d'arraisonnement, donc à sa tête, la préfecture maritime, a commencé à faire le travail sur la base des documents qui ont été signés à bord des deux chalutiers lorsqu'ils ont été arraisonnés, parce que la méthode voudrait que quand vous prenez un chalutier en train de faire de la pêche INN, non illicite et non déclarée, eh bien, vous mettez en évidence les preuves techniques qui démontrent aux capitaines des chalutiers qu'ils sont en train de pêcher dans une zone qui ne leur est pas du tout autorisée. Et le capitaine, s'il reconnaît être dans cette zone qui lui est interdite, eh bien, il signe cette décharge. Il fait cette décharge qui permet donc d'attester qu'il reconnaît avoir fraudé. Donc, ces documents-là ont été mis également à la disposition de la préfecture maritime qui a tablé. J'apprends, selon des sources, que on aurait demandé près d'1 million d'euros par bateau, parce que l'arraisonnement, des fois, ça varie entre 500 000 euros jusqu'à 1 million d'euros, juste en dollars également. Alors donc, le montant est colossal. Quelquefois, ça va le contenu également du chalutier est quelquefois vendu également au profit du pays qui a été victime de la pêche illicite, parce qu'on estime, on présume que les produits de pêche qui sont à l'intérieur des chalutiers, ce sont des produits de pêche qui appartiennent au pays qui a été victime donc de la pêche illégale. Donc ces produits-là ne vont pas repartir, ils seront également revendus sur le marché local. Donc voici le travail qui est en train d'être fait. Mais vous savez, le Guinéen est extraordinaire. Je lance donc cette alerte pour dire que nous sommes au courant des démarcheurs modernes qui sont à pied d'œuvre pour faire fléchir la commission d'arraisonnement, pour amener le trouble dans le travail sérieux qui a été établi, qui a été fait par les inspecteurs de pêche. Vous parliez de M. Crevette tantôt lorsque j'ai amorcé cette enquête, qui a travaillé sur le terrain, lui et ses équipes qui sont du côté de Kamsa, qui sont allés prendre avec tous les risques à mer, parce que vous savez, quand vous voulez arraisonner un chalutier, c'est gigantesque. Vous venez dans une barque 7 motorisée, une vedette motorisée. Les grandes gueules. La marine nationale paie d'ailleurs l'âme du chef d'état-major de la marine qui est décédé. Vous venez donc avec une barque qui n'a pas la même taille, la même dimension que le chalutier, et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à bord de ce chalutier. Vous pouvez perdre votre vie, on peut vous tirer dessus, le chalutier peut tenter de prendre la fuite, et cela peut même contribuer à renverser votre barque. Alors, les inspecteurs Bangoura et ses hommes, Amadou Bangoura et ses hommes sur le terrain ont pris tous ces risques. Ils sont montés à bord des chalutiers avec l'appui de la marine nationale. Ils ont fait signer les documents par les capitaines qui ont reconnu sans pression, sans une quelconque violence, qu'ils ont pêché illégalement dans les eaux guinéennes. Ils reconnaissent le manifeste, ils signent. Eh bien, ils refusent, parce que nous apprenons qu'on leur a proposé sur place là-bas d'accepter de prendre 100 000 euros. Ils ont refusé de toucher à l'argent.
ils font leur travail, les bateaux sont raisonnés, ils sont venus, les bateaux viennent jusqu'au niveau de Conakry, et ceux qui sont au-dessus ne peuvent pas se permettre d'écouter ces démarcheurs qui souhaitent tirer profit personnellement de cette histoire, empocher quelques ressources, empocher quelques ristournes et faire perdre la Guinée. C'est quand même l'argent qui nous appartient à tous. Quand c'est arraisonné, c'est vrai que nous n'en aurons pas un seul centime, mais nous espérons que si 1 million d'euros est payé par bateau, au moins ça peut permettre de construire une petite école du côté de Galapaï, si ça ne finit pas dans les poches de ces personnes qui portent des lunettes et qui peuvent détourner de gros montants. Mais si cela est bien géré, ça peut quand même permettre de financer la construction de quelques écoles. Donc, on attire cette alerte, on lance cette alerte pour dire que le nom de l'ancien ministre de la Sécurité est cité dans ce dossier. J'ai pas pu le joindre, Mahmoud Cissé, comme étant l'un des artisans de la démarche, de dire, écoutez, est-ce que c'est vraiment avéré tout cela? Donc, peut-être qu'il a un cabinet qui fait dans ce genre de mission, mais je dis que c'est au détriment du pays. C'est pas à l'avantage de la Guinée. Parce que un bateau qui pêche de façon illégale n'éteint pas ses balises à bord. L'AIS au sein de ces 2 chalutiers était éteint, expressement éteint. D'ailleurs, la salle technique, une sorte de situation room qui se trouve du côté de la préfecture maritime, permet sur un tableau numérique de voir la position des bateaux dans l'espace en temps réel. En temps réel. Alors, tous les bateaux qui sont au-delà de la ligne de la ligne maritime de notre pays, qui pêchent donc dans les eaux de la Guinée-Bissau, ces bateaux ont leur AIS allumé. Donc on sent que ce sont des activités de pêche qui sont légales. Mais les chalutiers qui sont dans notre ligne éteignent leur AIS pour ne pas justement que les balises qui sont installées du côté de Conakry puissent les repérer et capter en temps réel leur position. Donc c'est déjà une infraction en soi. Donc qu'on ne sorte pas quelques arguments qui ne tiennent pas la route, on va porter plainte, on va l'enjuster tout ça, on sait tout ce qui peut se passer du côté de la justice. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention des gens. Ceux que les inspecteurs de pêche n'ont pas pris, vous n'allez pas les prendre. Vous allez imposer ces sanctions parce que les documents prouvent que ces chalutiers ont pêché illégalement dans nos eaux. Il est bien tranquille, le président Condé en ce moment. Voilà, parce qu'on va en parler un peu plus tard de cette histoire affaire de 200 milliards. Voilà, allez-y, mon cher Mara. Moi, j'ai envie encore une fois de dire que ce qui fait que notre administration ne bouge pas, c'est cette démarche du genre. Imaginez-vous un inspecteur qui prend le risque de perdre la vie, parce qu'il l'a dit, quand ces chalutiers-là veulent prendre la fuite, on peut ouvrir le feu sur l'équipe qui est venue, ou le bateau, dans sa tentative de retourner, peut faire renverser, faire chavirer cette petite barque qui est venue arraisonner ce grand navire. Il prend le risque, avec ses hommes, d'aller faire cette mission. On les propose de l'argent. On parle quand même de $100 000. Ça pouvait monter à 300 000 ou à 400 000 $. Donc, si vous imaginez la somme, ces gens auraient bien pu empocher ça et venir tranquillement à Conakry, mener leur belle vie, s'offrir ce qu'ils voulaient. Mais ils ont pensé à leur devoir, rendre service au pays. Ils ont raisonné ces bateaux qu'ils ont conduits là. Les grandes gueules. Le devoir des autorités, c'est de remplir les formalités, sanctionner ces gens-là et faire payer les taxes qu'il faut. Parce que donner l'occasion à ces gens-là de repartir sans que les formalités ne soient respectées, ils iront dire à leurs amis, don't worry, you can just pay Guinéen ou let you go. Non, on m'a dit. Pas le créole là ce matin. Non, c'est pas créole, c'est l'anglais. On te dit, les grandes gueules. tu peux juste payer et les Guinéens vont te laisser partir. Yes. Ce qui va pousser plein de bateaux. Et aujourd'hui, on parle de bateaux chinois, de bateaux bissau-guinéens. Mais il y a plein de bateaux chinois qui viennent pêcher illégalement en Guinée. Donc, qui commencent avec des Guinéens qui s'en vont. Donc aujourd'hui, cette mesure pourrait être un avertissement pour d'autres. Mais si on les laisse partir, ça ouvre la voie à la pêche illégale en Guinée. Et la Guinée risque de devenir cette plaque où on vient pêcher, on paye et on s'en va. Bien, allez-y mon cher Antoine. C'est une énième enquête ou une énième révélation que fait Moussa Moïse dans le domaine des pêches. Et encore une fois, l'inspecteur Bangoura est au centre de ces enquêtes et on se rend bien compte que c'est un monsieur qui travaille beaucoup dans l'arraisonnement ou encore dans le démantèlement de tels réseaux dans nos eaux. Et nous comprenons largement qu'il y a des hommes sur le terrain qui travaillent beaucoup, qui font des travaux assez impressionnants, mais malheureusement souvent ne sont pas encouragés parce qu'il y a des personnes tapies quelque part dans l'ombre
et qui n'ont pas leur intérêt dans ce que font ces inspecteurs. Je me dis que si des personnes résistent à la corruption, s'ils résistent à des formes si on tente parfois de les détourner de leurs travaux, ils tentent de résister. C'est le cas de cet inspecteur qui, pour moi, mérite tout de même d'être encouragé, parce que je constate que depuis longtemps, il est beaucoup engagé dans de telles pratiques. Il y a quelques années en arrière, on nous a appris d'autres choses par rapport à des descentes sur le terrain que Polyvalent a eu à faire. Malheureusement, très souvent, on constate que les résultats de ces travaux ne sont pas encouragés par le département de tutelle ou encore par la préfecture maritime lorsque souvent ils sont impliqués. Et donc cette nouvelle révélation que fait Moussa démontre à suffisance qu'il y a des personnes en Guinée qui risquent leur vie, qui tout de même vont sur le terrain, qui font en sorte de faire leur travail, mais derrière il n'y a pas d'encouragement, ce qui parfois n'encourage pas certains Guinéens à faire leur travail correctement. Allez-y, le sage. Oui, je crois qu'il faut mettre l'accent surtout sur ces démarcheurs-là, parce que ce qu'on essaye ce que Moïse essaye d'expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent très bien, qui essayent, n'est-ce pas, d'arrêter des personnes qui agissent illégalement dans nos eaux guinéennes, mais une fois à quai, il y a des personnes qui essayent de les faire libérer contre, n'est-ce pas, quelques montants. Et je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ce soit du côté du ministère des Pêches ou du côté, parce que ne l'oubliez pas, il y a un ministère BIS, je ne sais pas s'il continue à fonctionner du côté de la présidence, un super conseiller qui parfois surplombe les ministres qui sont chargés, n'est-ce pas, mener le travail véritable sur le terrain. Donc il y a toujours des initiatives comme ça à l'interne ici pour négocier, n'est-ce pas, avec ces personnes qui agissent illégalement dans nos eaux. Parce que la question, on peut se la poser tout simplement. Comment ces personnes-là, comment ces trafiquants, si on peut les appeler comme ça, arrivent à franchir, n'est-ce pas, la ligne rouge pour venir pêcher, parfois même non seulement dans nos eaux, mais parfois même dans la zone qui est réservée, n'est-ce pas, à la pêche artisanale. Et il y a des dégâts énormes qu'on cause à certains pêcheurs qui évoluent. Je vais bien prendre pour exemple ceux qui évoluent du côté de Bofa ou de Koukoudé, Kamsar, qui souvent parlent de l'action de certaines entreprises chinoises, des entreprises de pêche chinoises qui évoluent, n'est-ce pas, sur ces côtes-là. Mais après tout, il y a des négociations. Lorsque vous partez du côté de la préfecture maritime, on va vous dire, bon, il y a des équipements, ça nous permet de voir. Maintenant, en termes d'action sur le terrain pour empêcher que le trafic puisse continuer, du côté de je sais pas comment on les appelle, les marins par exemple, l'armée de mer, donc il doit agir, la marine. Donc ceux qui sont par exemple à l'intérieur du pays, je veux parler de la zone de Bofa, de Kamsar, on vous dit, on voit bien ces réalités, mais nous n'avons pas de moyens pour agir. C'est-à-dire, on est bien conscient qu'il y a de la pêche INN, mais on ne peut pas agir tout de suite. Donc, il faut attendre que Conakry puisse prendre des équipes pour aller, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, ces personnes à l'intérieur. Il y a du travail à faire et c'est énorme. Surtout, il faut éviter deux choses. Qu'on revienne sous la sanction de l'Union européenne et qui a longtemps pesé sur la pêche guinéenne, et on connaît ce que ça a eu pour conséquence, parce que il y a des produits halieutiques qu'on pouvait avoir en Guinée mais qu'on ne pouvait pas vendre sur le marché international parce que nous étions sous le coup de la sanction. Et puis l'autre chose, c'est bien sûr cette pêche artisanale qui nous nourrit, nous. Parce que cette pêche industrielle, soyons d'accord que c'est beaucoup plus direct. Voilà, c'est beaucoup plus pour envoyer à l'étranger, mais ceux qui pêchent à partir de nos débarcadères nous nourrissent directement. Et on sait aujourd'hui les difficultés qu'ils rencontrent, ils ne sont pas suffisamment appuyés, ils travaillent avec les moyens rudimentaires, et encore leurs filets sont parfois déchirés par ces bateaux qui n'ont pas de limites, qui peuvent venir jusque vers nos côtes pour pêcher. Pas de considération, on va le dire comme ça, parce que je réalise un documentaire du côté de Boulbinet. J'ai réussi à interviewer cette dame, peut-être que vous allez l'entendre dans le doc, c'est Mangué 15 ans. Mon cher Moussa, parce qu'elle me disait, oui, mais le président fait des efforts, on nous a même donné 8 milliards, mais sauf que là, cet argent, on ne sait pas de tout ce que ça a donné. À la fin du compte, on se dit, c'est grand n'importe quoi, Moussa Moïsi, là. Surtout quand c'est doublé les ministères.
Oui, c'est doublé. La pêche artisanale, d'ailleurs, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale a attiré l'attention des pays membres. La Guinée, le Sénégal, la Mauritanie ont quand même été les pays pionniers dans la création de cette organisation sous-régionale qui fait dans la promotion de la pêche artisanale et dont la célébration, c'était en début de semaine, la semaine dernière, la célébration est passée inaperçue dans notre pays. C'est vrai, la pêche artisanale, c'est quand même plus de la moitié des poissons qui approvisionnent nos différents marchés. C'est-à-dire que c'est vraiment de la nourriture directement pour les ménages pauvres. Et l'autre, ça va beaucoup plus dans l'exportation. Mais l'exportation, on gagne aussi de l'argent. Parce que c'est payé. Donc c'est payé au niveau c'est pourquoi on parle de l'économie numérique au niveau du ministère des Pêches. Donc, quand vous avez une telle donnée... L'économie maritime. Les grandes gueules. Quand vous avez une telle donnée, vous ne pouvez pas négliger un segment de la pêche. Ouais. La pêche artisanale, aujourd'hui, les débarcadères, les organisations professionnelles dans ce domaine sont utilisées beaucoup plus à des fins de propagande politique. C'est cela le mal de pays. L'association qui existe sur place avec Kalo à la tête, des fois il y a quelques... À Boulbinet? Oui, et du côté ils étaient à Temenetaï avant. Du côté... Tu parles de Fagnoua là? Fagnoua, non, pas Fagnoua. Ah, d'accord. Les grandes gueules. Lui, il est plus jeune. Voilà, Fagnoua, lui, c'est vraiment entre guillemets, le sorcier des débarcadères. Ouais. Donc, parce que lui, on ne s'attaque pas à son poste. Vous attaquez à son poste, il vous promet des mots de tête terribles. La même Les grandes gueules. Alors, donc, oui, c'est vrai. Personne n'ose. Il est vieux, t'as donc, c'est terrible. Voilà, vous avez donc ces pêcheurs artisans qui tirent le diable par la queue, surtout avec la situation du coronavirus. Ils ont eu beaucoup de difficultés à pratiquer leurs activités. C'est pourquoi le chef de l'État, pour un peu les soulager, quand il trouve 2 ou 3 pirogues, il vient lui-même en personne pour remettre les 3 pirogues aux gens. Pourtant, quand on veut aider la pêche artisanale, c'est pas ce qu'on fait. Justement. On démontre par Et même là aussi, ça ne vient pas. Je veux dire, des personnes concernées directement. Oui. Tu parles du cas de cette dame. Exactement. Donc, on se bat pour que d'ailleurs la zone de délimitation soit respectée par les chalutiers et que les zones réservées à la pêche artisanale ne soient pas du tout violées. Et puis on met des fonds à la disposition de différentes organisations de cette pêche-là pour qu'ils puissent être formés, qu'on puisse leur apprendre certaines méthodes. Parce que n'oubliez pas qu'en termes d'équipement, il leur manque beaucoup de choses. Que toutes les barques soient, par exemple, motorisées. Quel est le pourcentage de mise en moteur au niveau des barques dans notre pays? C'est la question que je me pose. Et quelles sont les infrastructures à la disposition de la pêche artisanale? Vous avez ce débarcadère, dit-on, moderne, qui se trouve du côté de Temenetaï, qui a été construit dans des conditions assez floues, mais qui ne sert pas à grand-chose. Des fumoirs qui ne sont pas du tout modernes dans nos pays. Vous avez ces femmes-là, c'est la fumée qui emplit leurs poumons. Quand elles toussent, c'est du noir qui sort. Je sais de quoi tu parles, parce qu'on a tourné là, il y a 2 ans. Au Sénégal, par exemple, il y a un processus qui est enclenché pour permettre à ces fagots-là de disparaître, parce que c'est nos forêts qui sont en train d'être brûlées par ces grandes gueules. Elles n'ont pas d'autre choix. Donc, il y a des fumoirs modernes qui sont installés dans ces pays. Donc, quand on parle de pêche artisanale, il faut prendre en compte toutes ces dimensions-là. Malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je veux noter que l'un des chalutiers, d'ailleurs, que l'opérateur Bobodi avait, qui est parti parce qu'il était en mal avec un de ses responsables chinois, ce sont ces démarcheurs-là qui ont été à l'origine de cela, qui ont démarché contre un compatriote pour qu'il perde un chalutier qui est parti en Chine. Nous parlerons de ce dossier un peu plus tard. Bien, Moussa Moïse, allez-y, mon cher Adiba. Oui, justement, j'aurais voulu peut-être parler d'une moralisation, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui au niveau de la pêche. Mais ce matin, j'ai l'impression que on aura plus de révélations à faire parce qu'on parle surtout de détournement d'un côté, mais de l'autre côté aussi concernant notamment le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, j'aurais voulu plus prendre la parole sur ce dossier parce que j'ai essayé de joindre quand même la ministre ce matin. On aura le temps tout à l'heure de revenir sur la question. Bien, Guiba, Milimono, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.
70,2 millions de tonnes en 2019, selon en tout cas le dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives donc du marché des produits de base, soit une hausse de 18%. L'Empire du milieu a produit quant à elle l'année dernière pratiquement les mêmes volumes qu'en 2018, soit 68,4 millions de tonnes de bauxite. Que cela représente-t-il pour l'économie nationale? Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec Dr Mamoudou Touré. Il est économiste, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le monde du football en deuil. Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans. C'est une icône qui s'en va, l'un des meilleurs en tout cas du foot de la planète, artisan donc de la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique. La star éternelle de Naples a émerveillé tous les acteurs et adeptes du sport roi. Le gamin d'or, comme on l'appelait, fait partie de ces célébrités qui ont inspiré jeunes Africains des années 80 et 90 à embrasser donc ce métier. Témoignage ce matin dans cette émission de l'ancien capitaine du CELI national de Guinée, je nommé Aboubakar Titi Camara. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace, et d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. On s'intéresse à cette affaire de 200 milliards de francs guinéens, mon cher Diba Milimono. Oui, cette information est tombée comme un coup de couperet. Il faut signaler qu'on parle d'un détournement de 200 milliards de francs guinéens, et la personne qui est mise en cause dans cette enquête, c'est la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi, Madame Zénab Dramé, connue sous le nom de Zénab Nabaya. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Vous savez, juste après les élections, on avait suivi le chef de l'État qui disait qu'il allait déclarer un peu la guerre à tous ces fossoyeurs, et également essayer d'aller vers la moralisation de la vie publique. Donc, c'est ainsi qu'il avait pris à l'époque le décret normalement qui mettait en place le nouveau formulaire de déclaration des patrimoines. Parce que souvent, on l'a dit, dans ce pays, on ne partait pas souvent vers la déclaration initiale des biens, mais aussi cette déclaration finale. Donc le chef de l'État a essayé, lui, d'aller plus fort et plus vite en prenant ce décret quand même qui a mis en place ce nouveau formulaire de déclaration des biens. Donc c'est la suite logique de ce décret. Finalement, la présidence a décidé de mettre en place une commission restreinte qui allait faire un recensement du patrimoine immobilier de l'État. Donc c'est cette commission restreinte qui a commencé à mener des enquêtes, des auditions dans les départements ministériels, au niveau des différents DAF, mais également au niveau des régies. Oui. Donc, il ressort sur les premières informations qui sont tombées ces jours-ci. On parle d'un détournement de 200 milliards de nos francs. Et donc, c'est la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui serait à l'origine de ce détournement. Comment cette situation s'est déroulée? D'abord, il faut savoir qu'elle a été DAF dans plusieurs départements, notamment DAF au ministère de la Santé, DAF au ministère de l'Agriculture, et aujourd'hui, elle est ministre de l'enseignement technique et de la promotion professionnelle. Sur l'argent détourné, vous vous souvenez, en 2020, il y a eu les examens nationaux, et donc, lorsqu'on parle d'organisation des examens nationaux, c'est beaucoup d'argent que l'État sort dans le cadre de l'organisation, notamment au niveau théorie, mais aussi pratique. Donc, on aurait demandé 27 milliards dans le cadre de l'organisation de ces examens nationaux au cours 2020. Et donc, selon les informations, la ministre aurait majoré, au lieu de 27 milliards, on aurait parti autour de 43 milliards, soit une augmentation de 65%. Donc, l'État a donné effectivement les 43 milliards, sauf que, selon toujours les informations de la commission restreinte qui a mené l'enquête au niveau de la présidence, il s'avère que sur les 43 milliards, la ministre n'aurait donné que 15 milliards dans le cadre de l'organisation des examens nationaux, où sont partis les 28 milliards. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, et l'information qui est ressortie, sauf que les 15 milliards qui ont été donnés n'ont pas suffi dans le cadre de l'organisation. Donc, l'enquête révèle que les 28 milliards, que Madame la ministre, Madame Guinam Tramé, aurait empoché les 28 milliards. Zénab Nabaya. Nabaya, voilà. Zénab Nabaya. Donc, au-delà des 28 milliards, on parle également de 100 milliards, cette fois-ci, de francs guinéens, qu'elle aurait subtilisé au niveau lorsqu'elle était DAF au ministère de la Santé. Et au-delà de ces 100 milliards, on parle effectivement aussi de 35 milliards de nos francs guinéens, et ces 35 milliards, tenez-vous bien la mine, c'est autour un peu de l'information qu'elle a donnée, qu'elle voulait tout simplement équiper les centres de formation professionnelle de Kérouané, de Korossa, de Zérékoré, de Séguiri. Sauf que, vous vous souvenez, lorsque là on parle d'un investissement national, donc ça provient du budget national, qui normalement devait relever du ministère du Plan et du Développement économique, notamment le département de Madame Mamakani. Donc vous savez qu'elle est très regardante sur les procédures. Donc ces 35 milliards, la ministre aurait contourné le département en complicité avec certains gars du ministère du budget, pour envoyer un courrier au ministère du budget
pour lever ce crédit qui tourne autour de 35 milliards. Donc, elle a reçu l'argent, selon la commission, les 35 milliards. Donc, sauf que le constat qui est fait sur le terrain, ces établissements n'ont pas été équipés. Donc, ces 35 milliards aujourd'hui, seul la ministre est à même de dire au peuple de Guinée où sont passés ces 35 milliards, parce que il se susurre que même dans le département, il y a des fonctionnaires qui ont dit comme quoi ils n'ont pas eu vent de ces 35 milliards. Donc, il n'y a pas eu de réalisation sur le terrain. Et nous apprenons que les 9 entreprises qui ont été recrutées à travers ce marché de gré à gré, et rien n'est fait sur le terrain. Donc, 37 autres milliards sont détournés. On parle également de 56 milliards. Et ces 56 milliards, c'est lorsqu'elle était au ministère de l'Agriculture. C'est une somme qui fait tourner les têtes les plus solides. On parle là d'un casse du siècle dans le pays. Donc 56 milliards au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'elle aurait subtilisé ces 56 milliards. Donc c'est cette information que la commission restreinte de recensement du patrimoine aurait donnée. Mais plus loin, on parle également d'1,3 milliard. Vous savez, lorsqu'on a déclaré le Covid-19 dans le pays, l'AFD, l'Agence française de développement, aurait donné à travers l'ANSS 1,3 milliard dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment dans les centres de formation professionnelle, parce qu'il fallait des mesures barrières, des primes d'encouragement et autres. Et selon toujours les informations qui ont été relayées par cette commission, il y a eu des enquêtes qui ont été menées auprès des enseignants, auprès de ces établissements. Il ressort que c'est 1,3 milliard, aucune somme ne serait injectée dans ce sens. Donc, où sont passés ces 1,3 milliard? C'est la ministre aujourd'hui, Madame Zenaba Nabaya, qui peut aujourd'hui donner l'information. Maintenant, on aurait appris que le chef de l'État serait rentré, aurait piqué une colère noire, parce que vous vous souvenez que l'AFD voulait octroyer 63 millions d'euros à l'État guinéen pour financer le déficit. Sauf que ce détournement d'1,3 milliard qui est mis en avant par cette commission, l'information aurait circulé et donc l'AFD aurait aujourd'hui reçu l'information comme quoi l'argent que l'institution aurait déboursé n'a pas été utilisé à bon escient. Donc l'institution aujourd'hui dit niet, demande des comptes. Et donc le chef de l'État se dit aujourd'hui on est dans une situation politique difficile, une situation économique difficile. Cet argent aurait pu servir l'économie guinéenne. Mais puisqu'on aurait détourné 1,3 milliard, dont l'AFD pour le moment demande des comptes. Maintenant, nous aurons appris que le chef de l'État aurait intimé à Madame la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de restituer cette somme de 200 milliards de nos francs. D'abord, il faut rappeler que la commission a recensé des biens à l'étranger, mais aussi en Guinée qui appartiendraient à la dame. Donc, le chef de l'État aurait demandé tout simplement de revendre ces biens sur le plan international, mais aussi en Guinée, pour rembourser cette somme. Et l'ami, n'oubliez pas que c'est un autre pan de l'enquête. Il faut signaler que cette commission aujourd'hui, on parle autour d'une centaine de maisons à Conakry et à l'étranger qui appartiendraient à des ministres de la République, des directeurs généraux, mais aussi à des DAF qui doivent rendre des comptes. Donc la commission estime que le travail va se poursuivre, mais l'un dans l'autre, il faut rappeler une chose, c'est Mme Zenab qui est citée dans ce dossier, mais il y a des ramifications. Évidemment. Non, mais c'est une chaîne. Il faut couper la chaîne. Il y a la complicité du ministère du Budget, et certainement il y a la complicité aussi de son département. Moi, je pense que le chef de l'État ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. C'est bon de faire des révélations, mais une fois encore, il faut des sanctions. Il faut que ceux qui sont cités bien dit, dans ce dossier et quand tu regardes un petit peu, je veux dire, quand on parle parti politique, mais vous voyez les militants de premières heures du côté du RPG Arc-en-Ciel, ils souffrent d'une manière que tu n'as pas d'idée. Justement, le président, et ceux qui sont venus en 2015, 2016, mais c'est aujourd'hui, ils sont en train de se servir. C'est n'importe quoi, c'est la folie. C'est la folie. Aujourd'hui, ils sont en train de se servir. C'est la réalité. Vous vous souvenez, en 2019, le Premier ministre avait dit oui, on va lancer la guerre contre ceux qui détournent les deniers publics, mais sauf que ça n'a pas eu d'effet sur le terrain. Maintenant, il faut rappeler une chose. Il y a quelque chose qui revient au devant de la scène, les 518. Ces jeunes qui ont été recrutés parce qu'on suppose que cette jeunesse, elle a une moralité, mais aujourd'hui c'est un désenchantement total, c'est une déception totale. Eh bien, on a l'impression que cette nouvelle génération, elle est plus corruptule et corrompue que ces vieux qu'on a connus au régime. Il faut que le chef de l'État décide d'étendre cette enquête aux 518 qui, aujourd'hui, nous apprenons, ont des immeubles à Conakry, au même titre que certains ministres. Donc, c'est une opération qui doit se poursuivre. Il faudrait qu'il y ait des sanctions, Lamine Guirassy, parce que ça, c'est un crime qu'on commet contre le peuple de Guinée. J'espère qu'il va continuer, évidemment, parce que, voilà, d'aucuns disent, non, mais il a parlé, mais il ne va pas agir. C'est ça le problème, en fait. C'est la question fondamentale. Et je crois même, puisque Djiba disait, on aurait appris, je pense qu'on a appris. C'est le président lui-même qui a dit qu'il y a des jeunes qui ont des immeubles. Il l'a dit dès qu'il a été élu, et puis, bien entendu, derrière
hier, il a annoncé qu'il allait engager, n'est-ce pas, cette action contre tous ceux qui se rendent responsables des actions, des actes de détournement, de corruption, donc dans le département ministériel. Vous voyez, il a même convoqué les DAF à la présidence, qui ont tout déballé. Et ces DAF, vous vous rendez compte, c'est les 518. Ce sont eux, il les a recrutés. C'est un chiffre maudit. Il les a mis partout. Et puis, les grandes gueules. Il y a quand même quelque chose de ça, je vais bien dire, parce que les jeunes, lorsque vous avez cette possibilité d'appartenir à ce groupe, je veux dire, restreint, c'est quand même restreint, 518 par rapport au nombre de jeunes diplômés de ce pays, vous êtes quand même des privilégiés. Et donc, si vous avez cette chance, la seule chose que vous devez faire, c'est de donner la possibilité à ce que ceux que nous voulons pousser à la retraite puissent avoir confiance en nous autres. Parce que c'est bien cela aujourd'hui le véritable problème. On veut qu'on rajeunisse l'administration, on veut qu'on rajeunisse la classe politique, on veut qu'on rajeunisse tout, mais ceux qui ont déjà eu ces privilèges-là d'avoir des postes de responsabilité ne donnent pas de bons exemples, donc ne donnent pas assez de courage à ceux qui, pour le moment, tiennent le pouvoir de dire, bon, nous avons de la bonne relève, je crois il faut commencer par passer la main. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Mais Lamine, il y a quand même un problème en parlant de ces 518 et bien d'autres qui sont au niveau des régies financières ou des directions qui sont en charge de l'administration financière au niveau des départements ministériels. C'est un problème. Quand vous voyez la manière dont la campagne électorale a été menée, où le président de la République dit à tout le monde de se battre, de mouiller le maillot, les gens, ils sont pas boutiquiers, ils sont pas commerçants. Ils ne sont qu'au niveau de ces postes ministériels. Ils ne sont qu'au niveau de ces DAF. Ils vont puiser où? Ils vont prendre où? Pour regrouper les jeunes, pour les habiller, pour acheter du riz, donner dans les quartiers pour que les gens puissent avoir le courage de sortir. Parce que sortir, aller taper les mains pour quelqu'un, il faut être motivé. Ces motivations-là, où on va prendre de l'argent pour financer. Et je crois que tout ceci, il y a, n'est-ce pas, de cause. Ce n'est pas une justification, mais ce sont des éléments qui amènent, n'est-ce pas, des gens parfois à se créer des situations pour, n'est-ce pas, si vous voulez, baigner dans la corruption, dans les détournements. Maintenant, pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, elle est entièrement responsable. Même si on a des personnes qui sont soit directeurs ou secrétaires généraux ou chefs de cabinet et qui a pu manger 1 franc, 2 francs en tant que chef de ce département, elle est responsable, donc à elle de donner des explications. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, au niveau du ministère de la Santé, et puis... Mais elle n'est pas seule, la pauvre. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Ministère de la Santé... C'est toute la chaîne qu'il faut balayer. Oui, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture. Je crois que là-bas, elle n'était qu'une adjointe à un chef de département, à des chefs de département qui, bien entendu, c'est vrai aussi, parce que ça, c'est à préciser, parce que les DAF sont, je crois, sont directement gérés par le ministère du Budget. Oui, on peut bien imaginer comme ça que le ministère du Budget a un droit, en principe, doit avoir un droit de regard sur ce que les DAF sont en train de faire. La complicité, parce qu'on dit c'est en complicité avec le ministère du Budget, cette affaire, notamment que cette affaire de 35 milliards, parce que si vous n'avez pas des complices au ministère du Budget, je pense que le Trésor public ne peut pas mettre à vos dispositions une somme aussi importante. Donc il y a des complicités. Il y a quand même des révélations parce que le président, il en parle. La dernière fois, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a aussi laissé entendre beaucoup de choses concernant le ministère de l'enseignement supérieur. Il semble que la pratique qu'on a longtemps combattue ici au niveau de l'enseignement privé, parce qu'on estimait que on était en train de gonfler des chiffres là-bas. On dit c'est tel effectif qui a été envoyé dans telle université, alors qu'en réalité ce n'est pas cela. Donc il y avait toujours un montant qu'on pouvait récupérer dessus. Mais la même pratique se retrouve au niveau de l'enseignement supérieur public, des effectifs qu'on a continué, n'est-ce pas, à gonfler. Donc tout ceci, il y a de la magouille, mais rien n'est fait sans le ministère du Budget. Parce que, encore une fois, c'est le ministère du Budget qui autorise, n'est-ce pas, sans la primature d'argent. Voilà, c'est important. Voilà. Antoine Kourma. Ce matin, je disais à Jacques de me pincer pour voir si je n'étais pas en train de rêver. Et il a fait... C'est la casse du siècle. Hein.
Ben oui. Ali Baba et les 518. C'est le titre que m'a envoyé Cabinet Condé ce matin. Ouais. Les grandes gueules. Ce que Diba ne mentionne pas, Ouais. c'est qu'il y a un dernier milliard. Ouais. Ce sont les 15 Les 15 milliards oui. pour les primes de séparation données toujours en complicité avec le ministère du Budget. Et quand j'ai lu l'article ce matin de Guinée News, Guinée News, ouais. j'en tombais des nues parce que je n'en revenais pas. Là, on parle d'une jeune dame, ministre de la République, en qui on a placé une confiance, mais aveugle, pour gérer un département ministériel. On nous a dit qu'il faut féminiser l'administration. On l'a fait. Il faut rajeunir. On l'a fait. Mais malheureusement, ceux-là qui sont venus pour être les solutions sont devenus des problèmes, malheureusement. Et la première à être épinglée aujourd'hui, c'est Zenab Nabaya, qui a été très en vue lors des campagnes électorales. Elle Directrice portait, adjointe de campagne. elle portait des campagne de boubous. Oui, et c'est qui était le directeur de campagne? Monsieur Kassori. Le Premier ministre. Elle portait des boubous assez jaunes. Et je me dis qu'aujourd'hui, il est plus que temps qu'elle prenne la parole. Parce que là, son image, Ouais. à partir de ce matin, est en jeu. Sa crédibilité est mise en jeu. Il serait impérieux que Zenab Nabaya prenne la parole. Parce que Guinée News, dans son article, est affirmatif. C'est le résultat d'une enquête menée par un cabinet mis en place à la présidence. Et donc, c'est un article qui n'a pas été accouché en inventant. Ce sont des révélations qui a été faites fait, sur la ouais. base de documents. Et donc, la ministre est dans l'obligation de s'expliquer, non seulement pour son honneur, mais aussi pour le peuple de Guinée, parce qu'elle nous doit des comptes. Où sont passés les 200 milliards, ou les plus de 200 milliards déclarés? Où est passé l'argent? Ce n'est pas qu'au département que cela est déclaré, c'est dans ses fonctions antérieures, notamment dans ses fonctions de DAF, où elle a été à la santé et à l'agriculture. Chose que j'espère ce matin, parce que je me dis que beaucoup, dans son cas, ce matin, sont assis dans leur fauteuil, tout tremblants, parce qu'ils se disent que c'est le début d'une série de révélations et de démantèlement qui a commencé. Si Zenab est aujourd'hui cité, c'est que beaucoup d'autres DAF ou les directeurs de régie financière le seront autant demain. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, si le président entame ainsi cette nouvelle mission de nouveau président de la 4ème République, je me dis que d'autres cadres doivent répondre de leurs actes, parce que là, 200 milliards, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent, la Bah Guinée. oui. 20 millions d'euros pour une seule personne. Oui. Dans un pays comme la Guinée où on n'a rien du tout dans les poches, c'est très grave. Ouais, Antoine, je suis d'accord avec toi. Mais vous vous souvenez de cette sortie? Quand on parle Vous me laissez placer ça? Oui. Quand vous parlez de cette sortie du président qui disait qu'il y a des gens qui se trimballent, enfin qui promènent partout à dire je peux nommer telle personne. Ah, voilà. N'oubliez pas qu'il y a un clan aussi en fait qui nomme les gens et puis vous devenez en fait des marionnettes. C'est pas pour rien il a fait cette sortie, mon cher Mara. Il y a cette équipe qui est là, qui fait la promotion d'autres personnes en contrepartie de quelque chose. Et les postes sont même vendus en Guinée à un certain niveau. Donc, pour revenir au cas de Zenab Nabaya, la malheureuse, parce qu'il faut le dire, il y a une commission qui a été mise en place. Il faut souligner qu'à la présidence de la République et au ministère de l'économie et des finances, il y a l'inspection générale d'État à la présidence qui s'occupe de faire ce boulot. Il y a l'inspection générale des finances au ministère des Finances qui s'occupe de faire le même boulot. Ces gens-là avaient fait un travail préalable sur les régies financières, sur les départements sur la gestion des budgets dans les départements. Ce travail a été fait. Quand Kassori venait d'être nommé Premier ministre, il voulait en faire son cheval de bataille pour faire sa propre promotion pour la présidence. Pas la promotion, mais plutôt, on va dire qu'il était quand même de bonnes intentions. Il était motivé à commencer. Et là aussi, on l'a arrêté net. C'est là qu'il a tapé sur l'Office guinéen des chargeurs, l'OGP, et la Donagui. Quand ça devait toucher des partenaires privilégiés de cette équipe dont on parle, ils ont stoppé Kassori dans cette lancée. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, cette commission est mise en place. C'est Zenab Nabaya qu'on est en train d'épingler aujourd'hui. Mais je pose la question, cette enquête va continuer pour atteindre qui prochainement? Bien. Parce que aujourd'hui, on parle de 200 milliards, 20 millions d'euros. Ça donne des mots de tête. Mais Zenab Nabaya n'est pas seule dans la chaîne. Bien. Il y a toute cette chaîne-là qui doit tomber avec elle. En fait, quand elle doit partir, si ce dossier doit lui faire partir, faut pas qu'elle parte seule. Faut pas qu'elle soit le bouc émissaire d'une chaîne qui va continuer après elle. Non, mais c'est un dossier carabiné. Hein. Je suis désolé. Allez-y, mon cher Moussa. Quand on doit décaisser de l'argent, la mine, il y a toute une série de signatures de circuits. Que tous ces circuits soient concernés par la procédure de départ si Zenab doit partir. Qu'elle ne parte pas seule. Elle ne peut pas être le bouc émissaire de tout un clan
qui continue de prendre en otage notre économie nationale. Merci beaucoup, Mara. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, moi juste pour dire que je vais expliquer un tout petit peu pourquoi en Guinée, moins que dans d'autres pays, on ne doit pas faire du détournement un sport national. Vous savez, quand on prend le budget guinéen 2020, l'État prévoit de faire entrer dans notre caisse commune près de 21 000 milliards de francs guinéens contre 26 000 milliards de dépenses. C'est important que je le dise, s'il n'y a pas 7 ans, on revient. Voilà, on revient évidemment, parce que là, c'est le moment des rhétoriques. On revient à 10h. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV.